Donc, je commence par remercier la SMARA de m'avoir associé à ce cours supérieur pour parler d'un sujet qui me passionne particulièrement, qui est l'imagerie des pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques. Et je vais peut-être faire un rappel sur la différence entre infiltrante et interstitielle. Et je ne vais pas parler de l'UIP, puisque l'UIP sera traité par Dr Nuyela, que je salue. Donc, les pneumopathies interstitielles idiopathiques, et Dr Ali Benkhad l'a rappelé tout à l'heure, font partie du groupe plus large des pneumopathies infiltrantes diffuses. Quand on parle d'infiltrantes, on sous-entend que c'est tous les secteurs du poumon qui peuvent être touchés et pas forcément que le secteur interstitiel. Dans ces pneumopathies infiltrantes diffuses, il y a trois groupes, comme l'a rappelé Dr Ayedi, et je vais vraiment gagner du temps après la présentation de Dr Ayedi. Il y a le groupe des PID de cause connue, en particulier la PHS, à titre d'exemple, les pneumoconioses, les médicamenteuses. Les PID qui surviennent dans un contexte défini, même si la cause est inconnue, et le chef de file est la sarcoïdose, en termes de fréquence en particulier, et les PID de cause inconnue et qu'on dénomme pneumopathie interstitielle idiopathique parce que le processus fibrosant touche de façon préférentielle le secteur interstitiel. Et c'est pour ça qu'on dit pneumopathie interstitielle diffuses idiopathiques, qui sont dans la majorité des cas sporadiques, mais avec des formes familiales. Alors, dans ce groupe, le chef de file, là aussi, est la fibrose pulmonaire idiopathique, et on va voir également l'aspect scanographique au cours de cette présentation des autres pneumopathies interstitielles idiopathiques, en l'occurrence la PINS, la pneumopathie interstitielle non spécifique, la POC, donc c'est des acronymes un peu barbares, mais c'est pas grave, la bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle, la pneumopathie interstitielle desquamative, ces deux pathologies sont liées au tabac. Et enfin, les pneumopathies interstitielles rares, en particulier la LIP, pneumopathie interstitielle lymphocytaire ou lymphoïde, comme vous voulez, et les inclassables. Alors, je passe sur la classification. Donc, initialement, 7 entités anatomocliniques, remise à jour en 2013. Et cette classification établit un lien entre un aspect histologique de définition précise et certaines caractéristiques radiocliniques. Et là, vous allez comprendre le rôle de la TDM, puisque la TDM joue un rôle fondamental dans le diagnostic de ces pneumopathies interstitielles idiopathiques. Et l'entité clinique, comme l'a rappelé Dr Ayedi, idiopathique n'est reconnue qu'après une approche pluridisciplinaire dynamique, parce qu'elle est évolutive dans le temps. Une pathologie idiopathique aujourd'hui peut s'avérer associée à une connectivité dans les années qui suivent. Donc cette approche intègre l'évaluation clinique, la description tomodensitométrique et l'aspect histopathologique pulmonaire, puisque comme l'a dit Dr Ayedi, après l'anapathe, après la biopsie, on revient également en discussion pluridisciplinaire ou multidisciplinaire pour rediscuter le diagnostic et donc asseoir un diagnostic définitif. Et bien entendu, le diagnostic peut être reconsidéré lors de l'évolution. Donc là, j'ai mis les aspects histologiques, je vais passer, et le diagnostic clinique en face, vous l'avez vu, l'UIP, la PINS, le dommage alvéolaire diffus qui est dénommé pneumopathie interstitielle aiguë, la pneumopathie organisée qui est dénommée POC dans la version idiopathique, les pathologies liées au tabac qui est la bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle et la pneumopathie interstitielle desquamative qui ont la même dénomination sur le plan dans leur entité clinique. Et enfin, la pneumopathie interstitielle lymphocytaire ou LIP, lymphocytaire ou lymphoïde, c'est la même chose, qui a également la même dénomination sur le plan clinique. Alors, bien sûr, je rappelle juste que la LIP est associée à un contexte de dysimmunité, et donc on va le voir après. Alors, en 2013, on a essayé de simplifier les choses en identifiant 3 groupes. Le premier groupe est celui des pneumopathies interstitielles idiopathiques classiques. Premier sous-groupe, les chroniques fibrosantes avec la fibrose pulmonaire idiopathique en tête de file et la pneumopathie interstitielle non spécifique. Le deuxième groupe qui est celui des subaigus et aigus qui regroupe l'AIP, la pneumopathie interstitielle aiguë, idiopathique, le fameux syndrome de Hamann-Rich, la SDRA idiopathique, et la POP, qui est la pneumonie organisée cryptogénique, donc la forme idiopathique. Les pneumopathies interstitielles liées au tabac avec les 2 entités, la BRPI et la DIP, pneumopathie interstitielle desquamative. Les rares, qui sont la LIP, la fibroélastose pleuroparenchymateuse, je vous montrerai comment ça se présente sur le plan scénographique, la pneumopathie organisée fibrineuse aiguë, qui est une entité très rare et de mauvais pronostic, et enfin les inclassables qui attendent peut-être qu'on avance dans la classification pour peut-être les retrouver dans un des groupes précédents. Elles combinent plusieurs aspects histologiques qui ne permettent pas de poser un diagnostic de certitude. Je passe sur ce qui vous a été présenté par Dr Ayedi pour juste rappeler que l'entité idiopathique n'est retenue qu'au prix d'une discussion pluridisciplinaire, puisque vous voyez toutes les pathologies qui peuvent s'accompagner d'un aspect histologique d'UIP, de PINS, etc. Alors, je vais avancer pour l'imagerie, commencer à parler d'imagerie.
En imagerie, la démarche diagnostique est toujours pluridisciplinaire, toujours. Donc, on discute toujours avec les cliniciens et on aboutit à une discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire ou en DND, comme le dénomment les Français. Cette approche multidisciplinaire, donc, elle inclut l'approche clinique et biologique, l'approche radiologique avec le rôle du scanner et l'apport de l'anatomopathologie. C'est un puzzle qu'on construit ensemble, tous ensemble, avec le rôle primordial donc, du scanner qui intervient dans les critères majeurs de diagnostic de l'UIP. Et je rappelle aussi que le scanner et l'anapath sont complémentaires, vraiment complémentaires. Alors, un mot de la technique du scanner, parce que dans les recommandations de l'ATS et ERS, il y a une partie également qui est dédiée à la radiologie, avec des recommandations en matière d'exploration de ces PID idiopathiques. Les scanners sont faits sans injection, avec une résolution spatiale qui doit être parfaite. On ne fait pas de basse dose ou d'ultra basse dose, certainement pas pour explorer ces PID idiopathiques. Une acquisition qui est plutôt volumique, même si l'acquisition séquentielle, mais ça c'est technique, offre une meilleure qualité d'image, mais là on a besoin de voir la répartition des lésions, donc on a besoin de faire des reconstructions. En aspiration profonde bloquée, avec, comme je l'ai dit, un bon rapport signation-bruit. En décubitus dorsal, parfois on peut être amené à faire des coupes en procubitus, pour faire la part entre une hyperdensité déclive liée à la position du malade et du verre dépoli sous-pleural au niveau des lobes inférieurs. L'acquisition en expiration, alors quand est-ce qu'on la fait? Dans les recommandations de l'ATS-ERS, ils recommandent de la faire systématiquement quand on explore une fibrose pulmonaire pour être sûr que ce n'est pas une fibrose secondaire à une PHS chronique. Donc, nous, on ne la fait pas systématiquement. On attend de voir, et il faut être derrière la console, de voir s'il y a un aspect en mosaïque pour compléter par une acquisition en expiration, voir s'il y a un piégeage expiratoire qui offre donc un diagnostic de PHS fibrosante plutôt que d'une fibrose idiopathique. Donc là, je vous montre pourquoi c'est important la technique, parce que vous voyez qu'avec un filtre dur, un filtre qui optimise la résolution spatiale, on voit beaucoup mieux ces réticulations que sur un filtre standard. Ça, c'est une coupe en décubitus dorsal où on se demande s'il n'y a pas du verre dépoli sous-pleural ici. La même chose ici, alors quand on fait du procubitus, vous allez voir que là, ça disparaît et que là, ça ne disparaît pas. Et donc, il y avait vraiment une fibrose débutante en sous-pleural au niveau des lobes inférieurs. Donc, sur le plan technique, il faut avoir un scanner parfait, irréprochable pour pouvoir vraiment interpréter correctement. Alors, la démarche diagnostique, c'est un peu le même plan que l'anapath. C'est toujours identifier les lésions élémentaires, comme dans toutes les PID, identifier la lésion prédominante, voir la répartition des lésions en hauteur et dans le plan axial, pour, disons, identifier ce qu'on appelle un pattern ou un groupement de signes qui va évoquer un diagnostic ou un autre. Et puis, il faut bien sûr interpréter l'architecture globale du poumon pour dire qu'elle est fibrosante. Il faut qu'il y ait une distorsion bronchovasculaire et scissurale, des broncholectasies, pour parler de PID fibrosante. Et bien sûr, rechercher des lésions associées qui peuvent nous mettre sur la piste d'une PID secondaire ou associée à une autre pathologie. Alors, les lésions élémentaires, les voilà, c'est l'épaississement septal que vous voyez ici, qui est irrégulier. Donc là, c'est un lobule que l'on devine, parce qu'on voit ces septa qui le bordent, et ce sont des septa qui sont épaissis et irréguliers. Ici, vous voyez du verre dépoli, sous-pleural, avec sur ce fond de verre dépoli également des épaississements septaux et des réticulations. Là, vous voyez une distorsion bronchiolaire et bronchique manifeste, avec des broncholectasies par traction. Là, par contre, c'est des images kystiques, dans le cadre d'une PID. Et là, c'est des images de condensation qui ont un aspect très particulier, c'est qu'elles réalisent des lignes courbes sous-pleurales. Alors, la répartition des lésions, là, vous voyez que la prédominance est au niveau du cortex. Là, par contre, on voit du verre dépoli, mais on voit que ça respecte l'extrême corticalité. Et là, on va penser à un diagnostic totalement différent. Les reconstructions coronales vont nous montrer ici une prédominance au niveau des bases, qui évoque une UEP. Et là, on voit que la prédominance des condensations est au niveau également des bases. Et là, on est plutôt sur le cadre d'une pneumonie organisée. Alors, le rayon de miel. Juste un mot sur le rayon de miel dont va parler certainement Dr Nuira, mais juste pour dire que c'est un signe qui paraît peut-être évident pour la plupart d'entre vous, mais la concordance interobservateur de ce signe n'est pas si importante que ça. Et on voit des discordances dans un tiers des cas. Alors, la discordance, elle peut se voir parce qu'on peut confondre parfois un rayon de miel avec de l'emphysème. Alors parfois c'est simple, comme c'est le cas ici, de façon évidente vous avez reconnu un rayon de miel, alors que là c'est un emphysème paraseptal. Mais parfois ça peut être compliqué, et regardez cette image, vous allez dire que ça ressemble vraiment parfaitement à un rayon de miel, sauf qu'on se pose des questions avec un rayon de miel aussi important, que la scissure soit aussi lissée, donc c'est un peu curieux. Et effectivement, donc le contrôle après antibiothérapie montre une disparition totale de ces lésions parce qu'il y a en fait du verre dépoli sur un fond d'emphysème centrolobulaire qui peut donner des images comme ça. Donc là aussi, il faut faire attention.
Alors, la concordance interobservateur est aussi mauvaise et le principal diagnostic différentiel, c'est la fameuse AEF ou emphysème avec fibrose ou airway, airspace enlargement with fibrosis. C'est une pathologie qui est liée au tabac, qui donne des images comme celle-ci, des images emphysémateuses, mais qui s'associent à une distorsion. Et quand on voit des images comme ça, il ne faut pas se dire que c'est un rayon de miel. La différence entre les deux, c'est qu'il n'y a pas de contact pleural entre ces images-là et la plèvre, comme c'est le cas dans le rayon de miel de la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc là, c'est la sémiologie assez fine. Donc là, je vous ai mis l'aspect du poumon d'un rayon de miel d'une fibrose et là, d'une AEF avec un respect de la corticalité du poumon. Voilà, donc ça c'est pour la sémiologie. Maintenant, on va s'intéresser à l'aspect scanographique et les patterns que l'on voit dans les différentes myopathies interstitielles idiopathiques non UIP. Donc on va commencer par la PINS, qui est moins fréquente que l'UIP, dont l'incidence est mal connue, qui survient entre 40 et 50 ans, qui est plus fréquente chez la femme quand elle est associée au connectivite. Par contre, c'est la même fréquence avec l'homme dans la forme idiopathique. C'est une infiltration diffuse et homogène de l'interstitium avec une composante inflammatoire prédominante et comme vous l'a dit Dr Hayedi, il y a une homogénéité spatiale et temporelle qui s'oppose à l'hétérogénéité spatiale et temporelle de l'UIP. Alors au scanner, comment ça se présente? Le signe prédominant, contrairement à l'UIP où c'était le rayon de miel, là ça va être plutôt le verre dépoli et les épaississements septaux et les réticulations avec une distorsion architecturale qui s'installe progressivement. Le rayon de miel, quand il est là, il est plutôt microchystique. Et la distribution des lésions, elle est évocatrice parce il y a un gradient crânio-caudal comme pour l'UIP, mais il est un peu moins évident que pour l'UIP. Et surtout, si on a la chance d'avoir un respect du liseré cortical sous-pleural, eh bien, on est presque sûr que c'est une PINS. D'accord ? Donc, prédominance aux lobes inférieurs, d'accord, mais de façon moins évidente, le gradient est moins évident. Plus de verre dépoli et de réticulation et le respect du fin liseré cortical. Les trois types dont on a parlé, Dr Hayedi, se voient également au scanner. Le premier type, c'est le type cellulaire où il y a du verre dépoli prédominant, bilatéral assez symétrique, prédominant aux lobes inférieurs. Le type 2, cellulaire et fibrosant, il y a plus de réticulation et on commence à avoir de la distorsion architecturale avec des bronchulectasies par traction. Et le type 3, fibreux, où la fibrose est prédominante et on aura du mal à le distinguer d'une UIP, donc de l'aspect du UIP. Donc des exemples en image avec ce verre dépoli, ces petites réticulations que l'on voit sur ce verre dépoli et le respect, donc une image de l'extrême corticalité, une image que j'ai déjà montrée. Le stade 2 avec le verre dépoli, les réticulations sous-pleurales, vous voyez que là, le respect n'est pas de l'extrême corticalité est moins évident, donc il n'est pas présent. Et par contre, là, regardez comme on voit la distorsion bronchiolaire qui s'installe avec des bronchiolectasies par traction. Donc on est sur un type 2, cellulaire et fibrosant, à la fois cellulaire et fibrosant. Un autre exemple également d'une PINS retenue, mais bon, ça, je triche un peu, c'était un syndrome des antisynthétases, mais l'aspect est assez particulier, ça ne ressemble absolument pas à une UIP. Vous voyez que l'atteinte s'étend vers la médulaire, le long des axes bronchovasculaires, avec une distorsion architecturale manifeste et une prédominance au niveau des lobes inférieurs. Vous voyez les reconstructions en mode mini-NIP qui montrent bien le verre dépoli et les distorsions bronchiques. Donc, un exemple à travers un cas vécu à l'hôpital qui a bénéficié d'une biopsie chirurgicale chez une femme de 50 ans qui avait une toux productive et une dyspnée. Vous voyez le scanner avec du verre dépoli. Quand on regarde bien, on voit qu'il y a une distorsion architecturale qui est évidente ici. Il y a des épaississements septaux, mais le verre dépoli est assez diffus. Et de façon évidente, on ne va pas poser le diagnostic d'une UIP sur un aspect comme celui-là, bien entendu. Le LBA n'était pas très, voilà, on voit bien les distorsions bronchiolaires ici. Le LBA n'était pas contributif pour offrir un diagnostic alternatif. Et donc, après discussion avec le clinicien, l'indication d'une biopsie chirurgicale a été posée chez cette patiente avec un verre dépoli prédominant et une distorsion architecturale. La biopsie, alors bien sûr, on avait écarté formellement l'UIP et on se demandait si ce n'était pas une PINS, ce qui a été confirmé par la biopsie chirurgicale avec donc, ce que vous a expliqué Dr Hayedi, l'homogénéité spatiale, et puis cette fibrose qui intéresse les cloisons alvéolaires, et une forme à la fois cellulaire et fibrosante certainement, qui donnait cet aspect de distorsion bronchiolaire qui était manifeste. Alors la PINS fibrosante type 3, donc vous voyez que l'aspect est très fibrosant avec des bronchectasies et des broncholectasies très importantes, et vous voyez ici l'extension dans la médulaire des poumons qui contraste vraiment avec un aspect d'UIP que vous allez voir par la suite.
Alors, je passe sur les autres causes de PINS, là aussi pour insister sur le fait qu'on ne retiendra le caractère idiopathique qu'après avoir éliminé toutes ces pathologies qui vont donner un aspect de PINS scanographique et histologique. Et pour terminer avec la PINS, je vous propose deux cas. Un premier cas pour vous fixer des idées d'une UIP, et j'anticipe un peu la présentation suivante avec le rayon de miel prédominant, et un deuxième cas en bas où le vert dépoli est prédominant avec une atteinte manifeste de la médulaire, contrairement à l'atteinte purement corticale de l'UIP sur le cas qui est au-dessus. Voilà. Alors, en résumé, donc l'atteinte sous-pleurale et médulaire, un gradient apicobasal qui existe mais qui est moins évident, le vert dépoli qui est prédominant, contrairement au rayon de miel qui est prédominant pour l'UIP. Donc, deuxième groupe de pneumopathie interstitielle idiopathique, le groupe des PID aigus et subaigus qui comprennent la POC et l'AIP. Donc, la pneumopathie organisée cryptogénique, donc vous la connaissez certainement parce que vous êtes habitué à la voir, enfin, sous la forme d'une boucle qui est souvent secondaire. L'âge moyen, 55 ans, avec une atteinte aussi bien de l'homme que de la femme, avec un sexe ratio égal à 1. Un début subaigu, et puis la particularité de cette pathologie, c'est ces opacités alvéolaires migratrices périphériques péribronchiques qui vont offrir le diagnostic en fait sur un plateau, avec une excellente corticosensibilité, mais des rechutes fréquentes. Alors, le diagnostic différentiel, c'est toutes les autres causes de condensation alvéolaire chronique. Pensez à l'infection, pensez aux granulomatoses, et surtout, ne pas oublier que ça peut être tumoral, le carcinome bronchiolo-alvéolaire, enfin, l'ex-bronchiolo-alvéolaire, l'adénocarcinome, excusez l'erreur, l'adénocarcinome multifocal et le lymphome, mais aussi les pneumopathies à éosinophiles. Alors, comment ça se présente sur le plan scanographique? Ce sont des condensations alvéolaires avec un bronchogramme aérique qui sont de distribution hétérogène, qui sont labiles, qui ont une prédominance péribronchovasculaire et une prédominance aux lobes inférieurs. Alors parfois, ça peut donner des opacités en bande, de plèvre à plèvre, parfois des opacités curvilignes sous-pleurales, et puis on peut avoir également, rarement, des condensations qui épargnent le liseré sous-pleural. C'est un signe qui est intéressant quand on le voit, parce qu'on est presque sûr que c'est ça. Les autres signes associés, c'est les hyperdensités en vert dépoli et les micronodules centrolobulaires et les nodules. Donc voici un exemple de condensation sous-pleurale. Alors là, c'est une condensation un peu en bande. Là, c'est du vert dépoli. Là, si vous voulez, on a pratiquement tous les signes. Du vert dépoli, ici, une condensation nodulaire presque pseudo-tumorale, une condensation plus aplatie, et puis des images également nodulaires. Donc c'était un aspect de pneumonie organisée dont le caractère idiopathique n'a été retenu qu'après avoir éliminé toutes les autres pathologies qui peuvent s'associer à cet aspect. Alors, une illustration du caractère labile de ces opacités. Juillet 2013, 22 juillet, donc vous voyez que celle-ci a disparu, mais qu'elle est réapparue, d'accord? Avec un aspect au scanner aussi, j'ai pas parlé de cet aspect en atoll avec du vert dépoli central et des condensations périphériques qui vraiment interpellent le radiologue et qui le poussent à poser ce diagnostic ou évoquer ce diagnostic. Et puis une forme un peu plus fibrosante que la précédente, vous voyez qu'on commence à voir de la distorsion bronchique à ce niveau-là et des opacités en bande qui intéressent, de plèvre à plèvre, qui est assez particulière par leur présentation et leur distribution aux lobes inférieurs qui évoquent le diagnostic. Il y a des formes atypiques, comme ces lésions excavées que j'ai pris de la littérature, ou des images tellement linéaires et fines qu'elles rappellent des lignes septales ou des lignes non septales. Et parfois, on peut être amené à faire une biopsie. Alors parfois, on nous demande une biopsie transpariétale. On rechigne un peu quand l'aspect est typique et que l'évolution est typique. Parfois, on est amené à le faire. Sinon, c'est des biopsies transbronchiques ou des cryobiopsies dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, je passe à la deuxième étiologie dans le deuxième groupe, qui est la pneumopathie interstitielle aiguë, qui correspond histologiquement à un dommage alvéolaire diffus, avec une présentation clinique d'insuffisance respiratoire aiguë rapidement évolutive et dont le pronostic est sombre. Histologiquement, je vais passer sur, ça va être un peu long et je crois que le Dr Haïdi en a parlé un petit peu, non? Donc les lésions scanographiques en fait n'ont rien de spécifique, c'est ce qu'on observe chez les malades qui sont en SDRA. Donc, en fait, sur le plan scanographique, ça n'a pas aucune spécificité. Âge 50 ans, sexe ratio 1 à 1, et la sévérité dépend de l'extension de ces lésions. Alors, comment ça évolue sur le plan scanographique et comment ça se présente? La première phase, qui est la phase aiguë ou exudative, c'est du vert dépoli diffus.
qui va ensuite évoluer vers des condensations. Et les condensations vont ensuite, si l'évolution est bonne, régresser pour laisser place à du verre dépoli. Et c'est à ce moment-là, au cours de la phase d'organisation proliférative, qu'apparaissent les signes de distorsion architecturale et la fibrose qui s'installe. Alors, sur le plan de la radiographie standard, rien de spécifique, des opacités alvéolaires bilatérales avec un bronchogramme, et puis sur le scanner, des hyperdensités en verre dépoli, et puis quand le patient s'en sort, on va voir apparaître la distorsion architecturale, les images linéaires, les opacités linéaires, et les images kystiques en rayon de miel. Donc, un exemple d'une phase exsudative avec un verre dépoli diffus. Alors, ça peut être parfois hétérogène avec des lobules qui sont épargnés. Là, vous avez une distribution hétérogène avec une prédominance au niveau des zones déclives postérieures. Quand les condensations apparaissent, elles sont gravitodépendantes. Donc, ce qu'on va voir, c'est du verre dépoli au niveau des parties antérieures des poumons et des condensations au niveau des zones déclives. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est une image également tirée de la littérature avec le verre dépoli et les condensations aux bases. Et puis, à la phase d'organisation, on va voir apparaître des épaississements septaux, des images kystiques en rayon de miel et une distribution qui est assez diffuse. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça n'a rien de spécifique, c'est un tableau clinique particulier, un SDRA clinique et pas d'étiologie à cet SDRA. Et le rôle du scanner, c'est de voir l'évolution. Alors, avec de la chance, ça régresse, sinon, c'est plutôt une installation de lésions fibrosantes. Voici un autre exemple également avec du rayon de miel qui apparaît et ce verre dépoli. En fait, je vous ai mis cet exemple-là pour vous montrer que ça ressemble parfaitement à un SDRA, mais là qui était post-viral à l'occasion d'une grippe A H1N1. J'aurais pu mettre un exemple de Covid, ce serait exactement la même chose. Donc, je rappelle que c'est un diagnostic d'exclusion, et puis, après avoir exclu les autres causes d'SDRA, mais aussi, il faut ne pas oublier également qu'une AIP d'alluridopathique peut être le premier signe du connectivite, et on a une malade comme ça, chez qui on a vu s'installer un syndrome des antisynthétases et qui s'est présenté comme une AIP au départ. Donc, là aussi, le caractère évolutif et dynamique de la prise en charge est important. Et on termine par les pneumopathie interstitielle liées au tabac. BRPI et pneumopathie interstitielle desquamative, qui font partie des pathologies liées au tabac avec un continuum entre les différentes entités. La bronchiolite du fumeur, on la connaît, elle est très fréquente, on la voit sur les scanners, parfois de façon tout à fait fortuite. La bronchiolite associée à une atteinte interstitielle, c'est autre chose. On commence à voir des signes d'atteinte interstitielle. Et la pneumopathie interstitielle desquamative, c'est une atteinte qui est un peu différente, et je vous explique la différence entre les deux. Dans la bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle, les macrophages sont dans les bronchioles et les alvéoles péribronchiolaires. Donc l'atteinte prédominante sur le scanner, c'est des micronodules centrolobulaires avec un peu de verre dépoli. Dans la pneumopathie interstitielle desquamative, les macrophages sont dans les alvéoles péribronchiolaires. L'atteinte est plus diffuse, elle prédomine aux lobes inférieurs, donc c'est le signe prédominant, ce sera le verre dépoli, contrairement à la BRPI où le signe prédominant, ce sera les micronodules. Alors, dans la BRPI, vous voyez les macrophages pigmentés avec apparition d'une inflammation et d'une fibrose péribronchiolaire sur le scanner, du verre dépoli et surtout des micronodules centrolobulaires. La différence entre les deux, c'est que la première prédomine aux lobes supérieurs alors que la DIP prédomine aux lobes inférieurs. Là aussi, on va réfléchir, comme je vous l'ai dit, en fonction de la lésion élémentaire et en fonction de la répartition des lésions. Un exemple d'une bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle, on voit un peu de distorsion, mais surtout le signe prédominant, c'est les nodules peu denses à contour flou, avec le verre dépoli, et pas de prédominance aux lobes inférieurs, c'est assez diffus chez ce patient-là. Contrairement à la DIP, où on va voir une atteinte en verre dépoli prédominante, une sensibilité, enfin une réponse à l'arrêt du tabac dans 75% des cas, avec plus ou moins de la corticothérapie. Je vous montre l'aspect scanographique de la DIP, avec le verre dépoli comme signe prédominant, la distribution bilatérale et symétrique et la prédominance aux lobes inférieurs avec l'épaississement septal. Ce qu'on doit rechercher également, qui va mettre sur la voie du diagnostic, c'est une atteinte liée au tabac, qui est l'épaississement pariétal bronchique et l'emphysème. Voilà, donc un exemple d'une DIP avec ce verre dépoli et l'épaississement septal et l'excellente réponse après arrêt du tabac et la corticothérapie. Voilà, un exemple également du service, mais bon, je passe, je crois que je n'ai plus vraiment le temps. C'est du verre dépoli qu'on voit bien mieux avec les reconstructions en mode mini-MIP avec une petite atteinte interstitielle. Les pneumopathies interstitielles rares, et je vais illustrer la LIP et la fibroélastose pleuroparenchymateuse. La pneumopathie interstitielle lymphoïde ou lymphocytaire, elle se voit sur un terrain de dysimmunité, vous le savez, plus souvent chez la femme que chez l'homme, ou en cas d'immunodépression. Et puis la principale pathologie auto-immune qui s'accompagne d'une LIP, c'est le syndrome de Gougerot-Sjogren, les internistes le savent bien.
On peut l'avoir également dans le cadre de la maladie de Castleman. L'évolution est bonne dans les 2/3 des cas, mais on peut avoir des lésions stables malgré le traitement. Le signe prédominant, c'est le ver dépoli, la prédominance aux lobes inférieurs et surtout, comme signe qui va être très évocateur du diagnostic, ce sont les kystes périvasculaires, des kystes qui sont liés en fait à un trappage en aval d'une atteinte péribronchiolaire par l'infiltration du tissu lymphatique péribronchiolaire. En fait, le mécanisme du kyste, c'est ça. Quand on les voit avec du ver dépoli, le diagnostic est aisé. Alors en plus, on va avoir des micronodules centrolobulaires, des épaississements septaux et des épaississements péribronchobasculaires parce que c'est une atteinte du secteur lymphatique et également des adénomégalies. Donc voici des images avec des images kystiques que vous voyez ici, qui ont une distribution un petit peu diffuse et hétérogène. Et je vous montre un cas chez un patient qui était assez curieux parce qu'en fait, il avait un lymphome B à grande cellule gastrique et ganglionnaire qui était en progression. Et la LIP a été découverte de façon tout à fait fortuite quand le scanner est passé par le thorax. Vous voyez les images de condensation de ver dépoli et de kystes bilatéraux qui ont évolué sur 2 ans avec l'atteinte, les lésions secondaires hépatiques de son lymphome. Le diagnostic différentiel principal de cette pathologie, c'est les lésions infectieuses, en particulier la pneumocystose, puisque ça survient sur un terrain d'immunodépression, la LIP aussi. La pneumopathie d'hypersensibilité, pourquoi? Parce qu'on peut avoir des kystes aussi, on peut avoir un aspect un peu hétérogène du ver dépoli, mais il n'y a pas d'adénopathie. Et aussi les autres maladies kystiques du poumon, et je passe. Et je termine par un cas clinique d'un homme de 40 ans qui n'est pas fumeur, qui a une toux chronique avec un syndrome restrictif sévère. C'est un cas qui m'a été offert par une collègue, Marie-Pierre Debray. Donc une PID qui évolue depuis 20 ans, mais pas de pathologie pulmonaire familiale. Il a eu une biopsie pulmonaire auparavant qui avait conclu à une UIP. Et puis, il est arrivé à un état d'insuffisance respiratoire chronique oxygénodépendant et il a été donc proposé pour une greffe. Pardon. Voilà, donc la diapo était mal placée. Et donc, je vous montre cet aspect de fibroélastose pleuropulmonaire sous la forme de condensation sous-pleurale avec des épaississements pleuraux et des rétractions, un élargissement évident, regardez, de la graisse extrapleurale. Donc, une atteinte biapicale avec le poumon ex vivo et l'atteinte histologique avec la fameuse coloration à l'orcéine qui signe donc ce qui tag en fait ce tissu élastique et qui permet donc d'asseoir le diagnostic de fibroélastose pleuropulmonaire, pathologie rare. Et donc le principal diagnostic différentiel chez nous, vous le savez, ça va être la tuberculose qui donne des fibroses, des atteintes fibreuses biapicales, mais le contexte est complètement différent. Alors pour conclure, je vous ai mis des images juste pour vous rappeler les différents aspects. Et vous, encore une fois, insistez sur l'interprétation qui doit être méthodique, sur un scanner d'excellente qualité, les lésions élémentaires, la prédominance de ces lésions, la répartition de ces lésions et surtout l'approche multidisciplinaire qui va permettre de retenir le diagnostic et d'indiquer éventuellement les prélèvements nécessaires en présence de nos amis chirurgiens, anatomopathologistes, cliniciens, internistes, pneumologues, etc. et médecins de travail aussi, parce qu'ils font partie également du staff pluridisciplinaire qui s'occupe des PID. Donc là, vous avez reconnu aisément une UIP, n'est-ce pas? Là, vous avez reconnu une PINS. Là, vous avez certainement reconnu une POC, n'est-ce pas? Là, je l'ai déjà montré, une BRPI. Là, une DIP, d'accord? Et puis là, ah mince, voilà, c'est parti tout seul. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et